Alors, on pourrait se demander ce que la médecine douce, ce que les médecines douces viennent faire dans un forum consacré à l'innovation. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, plus normal de parler des nouvelles technologies qui permettent de faire des médicaments extrêmement sophistiqués? Eh bien, écoutez, finalement, non. Et vous allez être surpris avec les résultats de la dernière enquête réalisée par Harris Interactive pour Santé Claire, qui a donc mené une série d'études entre 2019 et 2020, enfin qui n'ont pas fini, dans le cadre de la mise en place de son observatoire des parcours de soins. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Frédéric Cosnard, qui est donc le directeur médical de cette mutuelle. Alors, selon cette enquête, plus d'un Français sur 3 considère les médecines douces comme plus innovantes que les médecines classiques, traditionnelles ou dites encore allopathiques. Et dans ces médecines douces, on trouve par exemple l'acupuncture, utilisée depuis 5 siècles en Chine. Comment vous expliquez ça? Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de répondre rapidement. Oui, effectivement, ça peut paraître surprenant que ce panel de sondés estime que la médecine douce est plus innovante, mais je pense que c'est aussi dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a une médecine traditionnelle qui est hyper spécialisée, très invasive, voire mini-invasive, alors que l'approche médecine douce est plutôt une approche globale de la personne dans son intégralité et non pas d'un organe ou même d'une sous-spécialité dans l'organe. Donc une approche globale, respectueuse du corps finalement et respectueuse aussi de l'environnement. Donc je pense que c'est dans l'air du temps et je ne suis pas aussi surpris que cela. Oui. Alors, en l'absence de slide, parce que les palmiers, ce n'est pas du tout une médecine douce, enfin, ce n'est pas encore décrit comme tel. Parmi les pratiques intégrées dans votre étude, j'ai été surprise de voir figurer la diététique comme une pratique médicale. Or, Hippocrate disait déjà 5 siècles avant notre ère que l'alimentation était notre première médecine. Comment vous avez choisi les disciplines que vous avez intégrées dans vos travaux? Alors, d'abord des médecines douces. Douce, c'est le terme qui est usuellement utilisé par nos compatriotes quand ils parlent de ces médecines. D'un point de vue académique... Vous employeriez quel terme plutôt? D'un point de vue académique, le terme qui est employé, il y en a deux. Ce soit intervention non médicamenteuse, et donc là on comprend qu'on est dans un domaine sans les médicaments. Oui. Et puis il y en a un second qui est probablement plus compréhensible et plus proche de la réalité, qui est médecine MAC, médecine alternative et complémentaire. Alternative aux pratiques traditionnelles, à la médecine traditionnelle, et complémentaire de ces approches de médecine traditionnelle. Et vous allez voir un peu plus tard dans les questions que effectivement c'est bien ainsi que nos compatriotes les utilisent. Alors pour répondre, déjà on s'aperçoit qu'un grand nombre de Français, le chiffre est de 71%, ont recours soit assez régulièrement à au moins une pratique de médecine douce. Et dans le questionnaire que l'on a administré à 1 millier de personnes via Interharris, nous avions testé les plus connus. Donc l'homéopathie, l'ostéopathie, les approches psychologiques, l'acupuncture. Il y en avait 9, psychologie je l'ai dit, l'homéopathie, l'acupuncture, la chiropraxie, la sophrologie et l'hypnose. Et bien sûr l'homéopathie. Ce qui nous semblait être les pratiques les plus fréquentes. Et le quintet, à l'arrivée, il est sans surprise l'ostéopathie, très majoritairement l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, la psychologie et la diététique. Mais la diététique au sens, il faut l'entendre par nutrition. Et de fait, désormais, aujourd'hui, il est clair que pour rester en bonne santé, il faut... 5 fruits et légumes par jour, au moins, déjà. Voilà. Et puis, dernier point... C'est derrière vous, si vous voulez voir. Voilà. Il
y a un taux de satisfaction, un taux de satisfaction qui est très élevé de la part des utilisateurs. On va dire ça va de 92 ou 93% pour l'ostéopathie. Et je crois que c'est la sophrologie ou l'hypnose qui a le taux le plus faible. On doit être aux alentours de 60, je crois. Donc ça, c'est des chiffres qui ne vous étonnent pas du tout parce que ça correspond vraiment à ce qu'on voit dans la pratique quotidienne. C'est ce qu'on voit dans la pratique quotidienne. Et alors, Santé Claire n'est pas une complémentaire. On travaille pour des complémentaires. Mais la pratique de médecine douce qui est la plus utilisée et qui représente le plus de consommation sur les forfaits, c'est de très très loin l'ostéopathie. C'est de l'ordre de 90%. Ensuite vient la diététique et les autres. D'accord. Il y a d'autres éléments qui vous ont semblé intéressants ou un petit peu étranges dans ces différentes médecines douces? Il y a un élément qui est que la grande majorité des personnes qui ont été interrogées recourent aux médecines douces, dites douces, en complément. Et non en opposition. Et non en opposition. Il n'y a que 6% des personnes qui ont été interrogées qui, on va dire, sont en rupture. En rupture avec les approches médicales traditionnelles. Seulement 6%. La grande majorité y ont recours en complément. Et il y a environ une trentaine de pourcents, donc c'est significatif. Trentaine de pourcents qui a recours en première intention. C'est-à-dire avant d'envisager n'importe quel traitement. Et c'est en automédication dans ces cas-là le plus souvent? Oui. Enfin, en automédication, il faut bien qu'ils consultent un professionnel. Oui, mais en tout cas, oui. Sans passer forcément par une consultation d'un médecin. Absolument. Ouais. Alors, ces gens, donc, toutes ces personnes prennent ça en première intention. Et pourtant, selon votre enquête, les Français disent qu'ils sont en manque d'informations sur ces pratiques. C'est un petit peu paradoxal. Alors, là aussi, il faut comprendre, il faut interpréter cette réponse. Oui, il y a un manque d'informations. Il y a un manque d'informations. L'univers des médecines douces est très large. On a testé que 9 disciplines. Il y en a beaucoup d'autres. Certaines d'entre elles sont assez nouvelles, non pas du point de vue de leur existence, mais du point de vue de leur accès ou du point de vue de leur acceptabilité par les médecins qui exercent la médecine traditionnelle. Je vais prendre un exemple, sophrologie, hypnose. Dans ma carrière de médecin, professionnellement, j'étais cancérologue à l'hôpital. Oui. Eh bien, c'est encore assez récent d'utiliser la sophrologie comme alternative ou comme complément à des traitements de hypnothérapie ou l'hypnose pour des personnes qui sont très algiques. Et de plus en plus maintenant, ces spécialités, elles ont toute leur place dans l'arsenal thérapeutique, et donc assez logiquement, les Français vont y avoir recours. Ce qui est important, et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne sont pas très au clair sur les indications et sur les résultats, et plus encore, ils ne sont pas au clair sur la qualification de ces professionnels. Donc, comment choisir le bon professionnel dont j'ai besoin, et surtout, a-t-il un bon diplôme? Voilà, et on s'aperçoit que, je vais prendre un exemple, l'ostéopathie. La France, il y a plein de formations, oui. La France a compté plus d'écoles d'ostéopathes que tout le reste de l'Europe. C'était devenu un vrai business. Et il a fallu batailler pour faire le ménage. Et pour qu'un certain nombre d'écoles soient reconnues du point de vue de leur qualification, parce qu'un grand nombre, c'était du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous allez voir un hypnothérapeute, vous pouvez trouver un hypnothérapeute médecin ou un hypnothérapeute non médecin. Oui. Idem pour un acupuncteur. Et donc,
la question que peuvent se poser les consommateurs, c'est quel est le diplôme, quelle est la qualification, quelle est l'expérience de ce professionnel, médecin ou non médecin. Alors, quel conseil vous donnez? Comment on peut trouver le bon professionnel? Alors, c'est un travail que nous sommes en train de conduire chez Santé Claire. Nous sommes en train de construire, d'élaborer des référentiels, des annuaires qualifiés de professionnels de santé dans ces domaines. Ouais. En récupérant leur diplôme, en récupérant l'année du diplôme, en récupérant dans quelle école, quelle est leur expérience et leur formation professionnelle. Et vous avez un certain nombre de ces disciplines qui aujourd'hui conduisent des expériences de ce type. Je vais prendre un exemple. En ostéopathie, le principal syndicat aujourd'hui est en train de travailler avec l'AFNOR pour élaborer une charte de déontologie de l'ostéopathie. Et donc ça, c'est accepté par la profession maintenant, cette régulation, par les ostéopathes par exemple? Oui. Oui. Mais et par les autres spécialités, parce que chiropracteur, enfin, on a le sentiment que c'est peut-être plus difficile à définir comme activité précise. Non, là aussi, il n'y a qu'une seule école de chiropraxie en France. Et la principale organisation professionnelle travaille à l'élaboration, on travaille avec eux, à l'élaboration d'un référentiel des professionnels pour que l'usager qui veut consulter sache quel est le professionnel qu'il a en face de lui. Oui. Donc ça, maintenant, il y a une clarification qui est très utile pour tout le monde, parce qu'on a effectivement envie de tomber chez quelqu'un qui a une vraie formation. Oui. Elle est en cours et on y travaille. On y travaille, voilà. Il y a une autre question qui est importante, c'est la question financière. Est-ce que beaucoup de gens doivent renoncer à ces pratiques pour un problème d'argent, parce que tout n'est pas remboursé, loin de là? Alors, toutes ces pratiques sont des pratiques qui ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire, par la sécurité sociale. Et donc, elles ne peuvent l'être que par l'usager lui-même ou par sa complémentaire. Et lorsqu'on pose la question, un Français sur deux nous répond qu'il a déjà dû renoncer pour des raisons financières. Et est-ce que dans cette cas-là, les mutuelles peuvent apporter une aide? Parce que il faut vraiment des mutuelles avec des niveaux assez élevés de cotisation pour pouvoir être remboursé pour tous ces traitements. Oui, il y a environ 30% des sondés qui expliquent que leur complémentaire ne prend pas en charge. Oui. Vous avez encore 30% qui disent moi j'en sais rien. Oui. Et puis 30% qui savent qu'ils ont une garantie. Le plus souvent, ce sont des garanties forfaitaires. Donc une somme d'euros, 100, 150, 200 euros, et qui sont, vous avez un droit de tirage, en quelque sorte, dessus. Il faut savoir, et j'en terminerai là-dessus, que pour les complémentaires, ce qui est compliqué, c'est que c'est du papier. Oui. C'est de la facturette papier qu'il faut traiter. On est plus habitué à avoir des papiers à gérer. Et ça coûte cher. Oui. Et ça coûte cher en termes de traitement. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles, bien que ces forfaits soient fréquents, ça reste compliqué. Et la plupart de ces professionnels refusent le tiers payant, refusent l'avance, quelque chose de dématérialisé. Oui. Et s'il y avait une dématérialisation, probablement que les contrats complémentaires seraient encore plus fréquemment pourvus d'une garantie de ce type. Oui. Et comment on peut faire pour améliorer cette situation? Alors pour améliorer je vous dis, il y a les deux axes. C'est soit la mise en place du tiers payant. Oui. Ça demande des gros investissements informatiques. Et à minima, une dématérialisation de la facturation qui permet à la complémentaire finalement de ne plus avoir à traiter du papier, mais à avoir à traiter des flux. Oui, mais ça ne passerait pas par des praticiens qui soient labellisés avec tel ou tel système d'assurance et chez qui on pourrait aller de façon plus facile, comme ça se passe déjà pour les médecins? Tout à fait, c'est ce que nous sommes en train de faire chez Santé Claire. Très bien. C'est-à-dire
conduire des discussions d'abord sur des annuaires qui sont qualifiés, et d'autre part, avec les organisations représentatives de ces spécialités, mettre en place à minima un système de dématérialisation de la facturation. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Il nous reste quelques minutes. Qui veut poser une question? Ah, monsieur, pardon, je regardais de l'autre côté, excusez-moi. Donc, en fait, c'est dans l'air du temps. C'est lié à une prise en charge globale des personnes qui viennent consulter, quel que soit le champ des médecines complémentaires, douces, parallèles, alternatives, tout ce que vous voudrez. Mais il est bien évident que la question de l'efficacité de l'ensemble de ces médecines, c'est évidemment la confiance, c'est l'effet placebo. Et par conséquent, l'effet placebo, est-ce que vous avez pu le tester dans vos questions en termes de questions précises sur la personnalité du thérapeute? Est-ce qu'il y a eu des questions pour pouvoir faire la différence entre la forme et le fond, c'est-à-dire la manière de procéder, sachant qu'on voit la méditation qui prend une importance énorme dans les thérapies psychologiques. On parle même dans le point, le dernier numéro du point, madame, on parle de la transe. On parle de la transe comme si c'était une nouveauté qui améliore encore l'efficacité de la méditation dite de pleine conscience. Tout ça est dans un flou absolument artistique, avec de supposées études de neurosciences et d'imagerie cervicale, mais études dont la validité paraît très douteuse. Donc, toujours, partout, c'est la confiance, c'est l'effet placebo, c'est la personnalité du thérapeute. Est-ce que vous allez vous y intéresser vraiment? Alors, on n'a pas testé dans le questionnaire cet aspect, mais je vous rejoins sur le fait que, un peu comme l'homéopathie qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de polémiques, la plupart de ces approches, du point de vue des études qui sont réalisées, elles sont très, 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 très nombreuses. Il y a une littérature considérable, mais elles sont mal fichues. Elles sont mal fichues parce qu'elles n'utilisent pas forcément le même cadre et les mêmes référentiels que les études cliniques que l'on conduit pour des médicaments. Oui. L'INSERM a fait un rapport, oui. L'INSERM a fait un rapport, il n'a pas fait une étude, il a fait un rapport sur les études qui ont été conduites. Là, ce que je parle, c'est la méthodologie de ces études. En même temps, lorsque vous avez une approche globale de l'individu et non pas le lobe gauche du foie, de fait, vous pouvez être amené à avoir... ça rentre difficilement dans le cadre méthodologique des études actuelles. Et donc, il est très compliqué de pouvoir se positionner, ou plutôt, lorsqu'on fait une revue de la littérature, on peut en déduire que beaucoup de ces disciplines n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles sont inefficaces? Non. Ça veut dire que d'un point de vue méthodologique, on ne sait pas montrer leur efficacité. Mais lorsque vous interrogez les personnes qui les consomment, qui les utilisent, elles vous disent que ça les a nettement améliorées. Il faut l'entendre. Hein. Il faut aussi l'entendre. Oui. Merci. Une autre question? Oui, madame. Il nous reste 3 minutes 27. 25, 24. Si vous voulez faire une question rapide, on en prendra deux, autrement on en prendra qu'une. C'est rapide. Voilà, vous n'avez pas trop parlé de la chiropraxie. Je voudrais savoir si cette technique est reconnue. La chiropraxie. Alors oui, bien sûr qu'elle est reconnue. Oui, je l'ai dit, il y a une seule école en France. Une seule école en France. Il doit y avoir 1500 chiropracteurs en France. C'est une discipline qui est reconnue avec une formation de nombreuses années. Oui, non, c'est reconnu, bien sûr. Merci, madame. Et puis j'ai vu qu'il y avait monsieur aussi, on essaiera peut-être. Allez-y. On voit énormément de personnes qui font appel justement à la complémentarité des médecines douces par rapport au parcours médical. Je suis moi-même atteinte d'endométriose ayant un parcours médical assez compliqué et faisant appel aux médecines douces, médecines alternatives pour la gestion de la douleur.
C'est un parcours assez complexe. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus assez de médecins qui rentrent dans cette complémentarité? Question assez difficile, étant aussi donné que cette médecine alternative est aussi difficile à montrer, comme vous avez pu l'évoquer. Comment montrer les effets tout simplement de l'esprit et de l'âme qui s'exercent dans un domaine scientifique? Votre réponse? Rapidement. Oui. Pourquoi il y a si peu de médecins? D'abord parce que dans nos cursus de formation, il n'y a aucune place qui est laissée à ces disciplines. Donc les gens ne sont pas formés. Et du coup, ils ne se dirigent vers ces disciplines que si eux-mêmes ont un tropisme pour ça, oui, une envie. Oui. Un tropisme pour cette approche qui est plutôt une approche globale plutôt qu'une approche où on va vous découper. Vous allez voir un médecin ou un thérapeute de médecine douce, il ne va pas commencer par vous prescrire des examens complémentaires. Il va d'abord commencer par vous interroger, vous examiner. Et ça, c'est un petit peu perdu dans la médecine traditionnelle qui est de plus en plus hyper spécialisée. Donc on va s'intéresser, je prends l'exemple, au lobe gauche du foie. Alors je pense qu'on va donner le mot de la fin, mais 30 secondes, monsieur, à ce médecin chinois qui a déjà intervenu précédemment. Et alors juste, qu'en pensez-vous, monsieur? Mais 30 secondes, autrement je coupe le micro, je suis désolée. Ah d'accord, 30 secondes, mais peut-être je repars le temps pour reposer des questions, mais je vais partager une info importante pour vérifier le vrai, on dit, compétence dans le médecine chinoise. Et parce qu'en Chine, on a formé au moins 5 ans ou 7 ans, ouais, en temps plein, et même y compris samedi jusqu'à 20h le soir. Mais en France, la formation, on dit 5 ans, parfois on dit 5 ans, c'est 8 week-ends, oui, par an. Donc oui, ça va diminuer totalement, pas donc, plus que 100 jours. Ça peut pas être bon. Voilà. Monsieur, et après, vous pouvez poser des questions. Désolé monsieur, voilà, oui, il est l'heure. Merci en tout cas, merci à vous d'avoir assisté à ce débat et à bientôt. Merci à tous. Si vous restez, restez. Et si vous devez partir, merci de quitter l'auditorium rapidement pour qu'on puisse enchaîner avec la conférence suivante sur la question du cancer.